10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ouais, là, il a dépassé la dose. Il y a des traces de plutonium. Ouais. Alors, la durée de vie, ça, c'est 24 400 ans, enfin, la période. Donc, la décroissance, il faudrait 10 périodes, 240 000 ans pour que ce soit plus nocif. Le mess des officiers était par ici, pas loin de la piscine, de mémoire. Je ne me souvenais pas que c'était aussi grandiose, ce site-là. Quand la bombe a explosé, quand l'éclair s'est illuminé, moi je me suis senti transpercé, mais comme à travers une glace, à travers un verre d'eau. On voyait tout. Moi, il me semble que je me suis tout vu à l'intérieur, tout le corps. J'étais de l'eau, c'était du liquide. Le capitaine, chef de poste militaire, a ordonné à toute la population de s'enfermer dans des chambres et de ne pas laisser la moindre lumière passer pendant 24 heures. Je m'appelle Roland Veil, j'ai effectué mon service militaire en 1960 sur le site nucléaire des explosions atomiques de Regan. La première explosion, c'était Gerboise Bleue. Elle a eu lieu le matin à 7h04 précise. Et quand l'officier nous a dit « ça y est, vous pouvez vous relever pour regarder le champignon », alors là, c'était majestueux. Du blanc, on s'est passé à toutes les couleurs qui peut exister, quoi. C'était spectaculaire. Et puis ce champignon qui montait, et qui le haut faisait comme un parapluie que vous ouvrez, il grossissait, il se gonflait. C'était un champignon. C'était merveilleux, c'était magnifique. Tout vibrait. Il y en a certains, ils ont vu l'éclair passer à travers les mêmes. Le flash a eu lieu, mais on se serait cru transparent. On avait les yeux fermés, les bras d'avant. On avait l'impression que on était transparent, que ça nous traversait. C'était impressionnant. Hein. Donc on a vu, en fermant les yeux, on a vu l'explosion quand même. Et puis bon, il y a un courageux derrière qui a dit « Ouais, regardez !» Alors, on s'est tous retournés, on a vu le champignon, on entendait le champignon qui montait, c'était magnifique. Hein. Le ciel était bleu marine un peu, c'était 7h05. Le ciel était bleu marine, foncé, et puis ce champignon blanc, c'était magnifique. Il montait à 15 mm quand même. Hein. On était à 50 km, hein. On l'a bien vu. Et après, le vent a fait étirer le nuage vers la Libye, qui est parti vers la Libye. Et ce n'est que 2 minutes et demie après, à la vitesse du son, pour faire 50 km, on a entendu la déflagration. Mais alors, c'est pas piqué. Hein. Et le sable nous est venu, était soulevé sur 1,50 m de hauteur à peu près. On avait du sable, vous voyez, un nuage de sable qui continuait. Un onde de choc qui passait. Quoi. Et il y a des gens qui ont été renversés sur le souffle. Et vous aviez assisté à combien d'explosions? Les 4 premières. Hein. Oui, gerboise bleue, blanche, rouge et verte. Samedi 13 février, 7h04, heure H. Cette image de l'explosion, vous n'aviez encore jamais vue. Et pourtant, elle vous est presque familière. On s'habitue à tout,
même aux monstres. Alors, je suis monsieur Gérard Delac, hein, et j'ai passé 4 mois à Castres pour faire mes classes. Et après les classes, on nous a envoyés en Algérie. Et j'étais chauffeur, moi. On vous a dit que vous alliez être affecté à Reagan? Quand on est parti de Colombie-Charles, on ne le savait pas. Hein. Destination inconnue. Hein. C'est quand on est arrivé sur le plateau là qu'on nous a dit vous êtes dans une base pour des essais atomiques. Et un beau jour, mon chef de section, il m'a dit bon, tu vas à tel endroit, tu vas chercher un officier. Ça veut dire, il te dira où il veut aller t'amener. Là, la bombe l'avait déjà pété là. Hein. C'était quelle bombe, celle-là? La première. La première. Et là, j'ai été chercher cet officier. On avait les tenues blanches. Et il m'a emmené au point zéro. On est descendu dans le trou du point zéro. Et là, quand on était dans le trou, il y a un hélicoptère qui passait avec un haut-parleur, nous disant de sortir de là, qu'on était en zone contaminée. 1 heure après, avec 2 autres camarades, nous étions sur le point zéro de l'explosion, en mission commandée, pour effectuer des relevés de radioactivité. Quand nous sommes arrivés à proximité du point zéro, il n'y avait plus de route, c'était tout fondu, c'était de la bouillie. On voyait la trace de la route, bon, il y avait du sable qui recouvrait un petit peu, et puis à la fin on voyait même plus de route. Quand plus on s'approchait, moins il y avait de route. Alors il a fallu laisser le véhicule à un moment donné et continuer à pied. Et c'était noir, le sable était noir, brûlé, calcifié. Et on ne savait pas, alors on s'est avancé parce qu'il fallait qu'on y aille vite, on avait des impératifs à respecter. Et plus on descendait, plus on s'enfonçait dans le sable. Moi, je me rappelle, je m'enfonçais dans le sable jusqu'au-dessus des genoux. Et il a fallu rester 5 minutes au cœur, au point zéro là, de la bombe, là où elle a explosé. 5 minutes, nous sommes restés là. Tous les travaux, tous les efforts déployés, la présence de 5000 hommes dans cette ville surgie au milieu des sables, n'a eu en définitive d'autre but que d'aboutir à cela. À cette expérimentation de la puissance destructive de la bombe. À cette tâche insolite au milieu du désert, à ce décor lunaire, à ce cercle de 800 mètres de diamètre de sable vitrifié et noirci. En repartant, nous avons trouvé bon, des pièces de ferraille qui avaient fondu, qui étaient à plus de 1 kilomètre, plus de 2 kilomètres du point zéro, des blocs de ferraille qui tenaient la tour, qui ont été à moitié fondus, mais des gros blocs énormes. Hein. Et puis après tout le matériel militaire qui était posé par terre sur le champ. Le plus spectaculaire, ça a été les 3 avions. Il y avait 3 avions 3004, là, dont un était retourné, et les 2 autres, ils étaient pliés comme des croissants. Sur le point zéro, vous étiez équipé d'une tenue de protection? Non, on avait une tenue blanche là, en coton, hein, et le masque à gaz, des bottes et des gants, c'est tout. Le sous-officier qui était avec nous, il avait simplement un compteur geyser, lui, qui était fou. L'aiguille allait dans tous les sens. On ne pouvait pas maîtriser les chiffres sur lesquels l'aiguille s'arrêtait. Et nous avions simplement un dosimètre sur la poitrine. C'est tout ce que nous avions. Puis le masque et la pastille qui soi-disant filtrée. Mais avec la chaleur et tout ça, tout passait à travers la combinaison que nous avions. Il y avait rien qui arrêtait, qui nous protégeait. Le danger, invisible, prend ici une forme concrète, presque palpable. Il acquiert la densité de l'inconnu. Une seule arme pour le détecter, le compteur Geiger. Un ennemi, la poussière radioactive qui s'accumule sur les véhicules et sur les hommes lors du séjour dans la zone contaminée.
Tant que ces poussières demeurent à proximité du corps humain, elles soumettent ces derniers à un bombardement invisible et destructeur. Une consigne absolue, éviter à tout prix que cette poussière pénètre à l'intérieur des poumons, car il deviendrait impossible de la déloger. Un seul moyen pour être protégé, le masque à gaz. Aucun véhicule, aucun homme ne peut sortir de la zone dangereuse sans subir le contrôle du compteur Gégère. Il y avait 2 ou 3 tentes qui étaient posées au milieu du désert, du sable, et on nous a demandé de nous déshabiller quelques mètres avant, peut-être 50 mètres avant, de nous mettre tout nus, de prendre les affaires, de les jeter dans un trou qu'il y avait là, et une fois qu'on avait pris la douche pendant 2-3 minutes, 5 minutes, là ça dépendait, alors je suis passé devant un officier, là où 2 ils étaient, qui avait un appareil pour mesurer la densité de radioactivité que nous avions encore dessus, et le gars, il dit, demi-tour, vite, à la douche. Ça crépitait? Ah, ça pressait, oui, son appareil crépitait. Alors on repartait de suite à la douche. Mais je suis resté peut-être une demi-heure sous la douche, mais dans la demi-heure, je suis passé au moins 10 fois sous la douche. À chaque fois, repartez sous la douche, vite, repartez sous la douche. Et à la fin, la dernière, on m'a dit, le gars, il m'a dit, tu peux rejoindre le véhicule pour repartir à ton campement. J'y resté 24 heures à la décontamination. Toutes les 2 heures, on me faisait prendre une douche. Parce qu'il m'avait trouvé de la radioactivité dans les cheveux. Qu'est-ce que ça signifie, cette sonnerie-là? L'homme qui passe est encore légèrement contaminé. Veuillez prendre le circuit retour douche. L'homme qui vient de passer était radioactif, alors. Encore très légèrement, oui. Mais avec quelle intensité? L'appareil que nous avons se déclenche pour un seuil de 10 micro-röntgeneurs, c'est-à-dire 1/100 millième de röntgeneur. Moi, je vois pas très bien ce que ça signifie, ça, moi. Votre montre, par exemple, est-elle phosphorescente? Oui, phosphorescente. Si vous voulez me la passer, nous allons faire un test. Oui. Bon, c'est-à-dire que, en la portant, je suis soumis à une radioactivité supérieure au seuil. Supérieur au seuil, et c'est négligeable puisque ce genre de montre est autorisé dans le commerce en France et partout. Et après ça, je suis rentré en France. La première fois que je vais chez le coiffeur, il m'a dit, c'est bizarre, vous perdez les cheveux par plaque. Je perdais les cheveux par plaque. Bon, moi j'ai dit, je portais le chapeau de brousse en Algérie, avec la chaleur, tout ça, et on a pensé ça. Et après, on a commencé par me couper une oreille. Il y avait un bouton qui ne guérissait pas. Et après, on m'a dit que j'avais un cancer de la peau. Et au mois de novembre, on m'a détaché dans l'unité de décontamination qui allait participer aux explorations atomiques au Sahara Aragon. Notre travail consistait lorsque les avions traversaient le nuage atomique, ils avaient des filtres dessus qui ramenaient à la base, à Reagan. On avait une aire de décontamination un peu en dehors de la piste. Et nous, avec Karcher, on commençait à mesurer la radioactivité avec le compteur Gégère sur les avions, sur les 6 vautours. Et pendant 6 semaines, on lavait les avions pour faire baisser la contamination. Et on faisait des relevés après chaque lavage, bien entendu. Et lorsqu'ils étaient presque lavés, les mécanos qui étaient en même temps que nous, les sous-officiers, démontaient les réacteurs sur chaque avion et mettaient des réacteurs neufs. Les réacteurs usagés repartaient dans les conteneurs et étaient déposés dans le désert. Mais je connais des gens qui ont passé leur temps, un an après ou 2, à faire des grands trous dans le désert et puis à enterrer tout le matériel qui avait servi. Donc, pourquoi pas, il y avait des camions, il y avait des voitures, il y avait, pourquoi pas, des réacteurs. Je présume que c'était fait exprès pour
supprimer le danger. Quand vous décontaminiez les avions, c'était avec de l'eau? Avec des Karcher et de la lessive. Et cette eau, elle allait où? Vous la récupériez? Et bien sur la plateforme à cimentée, on avait les pieds dedans. Voilà. Ah non, il n'y avait pas d'écoulement. Et l'eau, elle allait où? Eh bien, quand il y en avait trop, elle s'étalait. Sur le sable? Sur le tarmac, ça, c'est ce qu'on appelle. Elle s'étalait sur la plateforme. Ils avaient mis une plateforme cimentée quand même pour recevoir les 6 avions, ça pèse quand même. Et vous aviez conscience d'être exposé au danger? Non, pas du tout, parce que jamais le mot danger n'a été prononcé, ni par les officiers, ni par les supérieurs, on n'a jamais vu un panneau, ni rien. On ne savait pas, on avait 20 ans, donc on était content d'être là-bas. C'était le moment de la guerre d'Algérie, donc on n'était pas avec l'ennemi en face. Nous, l'ennemi, c'était la radioactivité, si vous voulez. En 1960, j'avais 24 ans. Et ce jour-là est resté vraiment gravé dans la mémoire. Un bruit terrible qui a fait claquer les portes, les fenêtres, briser les vitres, fait remuer les murs. Alors là, on croyait que c'était la fin du monde. Les femmes pleurent, les enfants pleurent, et même parmi les hommes, il y en avait qui pleuraient aussi. Et finalement, tout s'était arrêté, s'était calmé, et on nous a dit c'est fini. Alors on est sorti pour voir, et alors de là, d'Aoulef, on a vu les champignons là qui montaient. D'ici d'Aoulef, on l'a vu, qui montaient. Et de là, nous pensions que c'est des avions qui le traversaient. Vous étiez où au moment de l'explosion? Ici. Sur la dune. Il y a derrière les maisons. Il y a la dune. Tous les habitants étaient sur la dune, couchés sur le ventre. Et puis on entendait un bruit avant de l'explosion. On dirait que la terre, elle était انقلبت. تقول الارض انقلبت. قدام ما سمعنا الزف نتاع البوم. من بعد سمعنا ديك الاكسبلوزيون وضوء. مغمض عينيك وتشوف الضوء. السطح نتاع الدار. البلافون تشوفوا ارتفاع بين الحيط والحيط. شوف الضوء بين الحيط والحيط، الناس اللي قعدوا في الدار. صبحوا البيبان كلهم مكسرين، تياق مكسرين، الحيوط طايحين ياسر من الديار القدام طاحوا. يعني واحد الغبرة واحد الريح، حداك صاحبك ما تشوف. Le lendemain, plusieurs Fougara se sont trouvés avec des éboulements terribles. Avec le tremblement de la terre, des éboulements qui ont arrêté le fonctionnement de la Fougara. L'eau ne passe plus. Et certains Fougara ont tenu, mais il y a des endroits où le sol est assez argileux ou assez léger, qui n'est pas solide. Les Fougara ont été vraiment endommagés. Le jour avant le jour de l'explosion, c'est-à-dire le 12 février 1960, ils sont passés dans tout Luxor. Ils ont donné des petits Scooby-Doo. Scooby-Doo,
C'était une petite boîte où il y a un fil. Puis à l'intérieur de la boîte, il y a un petit pellicule. Ils ont demandé aux gens de mettre dans le cou. Pour voir après l'explosion s'il y a des radioactivités qui étaient arrivées à l'individu. Ils leur ont donné des choses carrées collées au cou. Certaines ont pensé que c'était pour leur protection. D'autres ont compris que c'était pour voir combien chacun, mais rares parmi eux qui ont raconté comme ça, c'était pour voir combien chacun a reçu dans son corps de cette radiation. بعد نهارين لموهم على الناس كل على خاطر نهار اللي يعطيه لك يكتب سميتك وكل لموهم وداوهم باش يديفلوبوا هذوك لي بيتي بيليكيل بصح ما قالوا لحد سرهم ما عطاوه لحتى واحد ما نعرفين اش خالفوا فيه. ويعني فوتوا جاوا طباء فوتوا على الناس ولا؟ نعم من بعد واحد شهر ولا شهرين جابوا واحد لاباراي شغل سيركاي خلينا هذيك لاباراي كيف سيركاي فيها باب تنحل منه من وراها وعلى ظهرها لي زاباراي يجيبوا الشخص يدخلوه فيها كيف اللي يدخل في الغار فهمت يغلقوا عليه ويمشوها ويشوفوهم لي زاباراي يسرهم حتى واحد ما عطاوه ما عارفين كيف صاروا فيها هذه داروها في سبيطه. Mais il est un autre problème essentiel. S'assurer que les populations autochtones, vivant dans les oasis proches ou lointaines, n'ont pas été soumises aux retombées radioactives. C'est le rôle de cet appareil, unique au monde, capable de détecter les doses les plus minimes de radioactivités internes. Les contrôles s'effectuent encore aujourd'hui, sur les hommes, mais aussi sur les plantes et sur les animaux. Qu'ont-ils bien pu penser ceux qui se pressent devant cet étrange appareil lorsqu'ils ont assisté à l'explosion? وكي جات القوة الفرنساوية اللي هي تخدم لبومب اتوميك هذا وين جاو الحكام نتاوعها هذا وين نزلوا في 57 والقيردون هذا اول قيردون اللي خلق فيه ركان هذا هو راه جاي من لاباز دروك الطريق هذه لابيس تجيك لاباز دروك تالجيش. وانت في هذيك الساعة كنت انا راه كني خدام معاه هنايا ونوريك الدار اللي كنت فيها دروك نوريها لك. وخدمتك هنا واش كانت؟ كنت انا خدام يعني كما يقولوا بلانتو معاهم. العرب كانوا بزاف يخدموا معاهم هنا؟ يا العرب كاين العمان تاع المنطقة هذه شوف كاين يخدم هنا ولاية درقاع كاين وتمومين وحتى معين صالح يعني 3 شهور يعني يجوا متمومين ومرقان ومعطرار ومعين صالح اللي خدم 3 شهور في موديا وهنا في رقان وفي لاباز اللي يخدم 3 شهور يمشي ويجوا يبدلوا يعني يديروا بليكيب. في حمودية خدمت كلش شوف خدمت السنطرة خدمت الصوان تاع الماء العيون خدمت معطار يعني لا معطار ما دارش القدر لا بيست ما هو كيما البلاطو هذو خدمت الديار بالبراريك بالبنيان كلشي يخدم. كانوا يميزوا 5000 بين الفرنساويين وعرب. بسم الله بيها البدا نذكر ربي في شغالي هو مولى القدرة ومولى الغفران سبحانه العالي. بسم الله نبدا بسم الله نبدا بسم الله نبدا بسم الله
انا خدمت فيها حتى انا هكا من عام 58 الى عام 61. واش كنت تخدم انت؟ انا خدمو ما انا باخذها في الاول كنا نخدمو في البلاتفورم تاعها نربطوا الحديد. ايوا شفت ونربطوا الحديد نتاعها في تمانكو أيوة ونحفروا بلاصها بلاتفورم يجونا في الليل بلا كيب 8 سوايع نهلوا باتنود طلعونا في الليل 6 على طلعونا الصباح جاونا فوق النفيس لقوا العسكر عسى علينا وداونا 3 ب3 ورا 3 ومن بعد قالنا نبطحوا نبطحنا كل واحد درجه حتى لما نطلق واحد الشاعات شويه نهزت الارض وين كيف عم نديروا الشاع وديك الشاعات نطلقت نهز شويه نهزت الارض حتى قالنا نوضوا نشوفوا الدخان ماشي التيارات مشاو الدخان ركبونا في الكاميونات وهوجونا الموجه ومن بعد هادشي فوتوا عليكم طبا ولا حاجه؟ والو لا طبا لا شي لا طبا لا والو حلاوه نبضنا تا حبوبة الملح ما عطاونا كانوا يعطونا واحد الايامات اللي كنا نخدموا لهيه واحد كاش انا لو قعدنا طالبين تعويض بالفرنسا كاش سال يقول كاش تاع الملح ولا كي تاكلوا في العرق يخرج منك العرق مالح هذا ما يعطونا كاش جوا ما كان لا ياكل كاش سال يقول كاش سال ولا اليود هي تاكلوا باش تكون في السمس ولا شيء تخرج منك ذاك العرق المالحه هذا ما يعطونا كانوا يعطوه لكم كل يوم هذا؟ هي دائما يعطوه Je pense que le respect de l'environnement ne devait pas les étouffer, vraiment. Quand on voit dans quel état c'est, bon, ben, c'est vrai que c'est peut-être une zone désertique, mais quand même, il y a un certain respect aussi. C'est à proximité, on voit des habitations. Dans le discours officiel, on a quitté le lieu en laissant tout en état. Il suffit de voir. Bon, bien sûr, de Paris, on ne peut pas venir voir ici ce qui se passe. Mais là, je pense que c'est utile de montrer, voilà, qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous. Ben, on est en train d'enregistrer sur le GPS les coordonnées de chacun des essais. Hein. Oui, mais puis elle se raccorde pas tellement, c'est pas la même échelle. On arrive à peu près à Moudia est là, et donc le chemin Gerboise bleu doit être à peu près là. C'était la base vie sur laquelle il y avait toutes les commodités. Il y avait les messes des officiers, les pièces de logement pour la troupe. Il y avait et derrière tout cela, avant l'entrée au pas de tir, il y avait ce qu'on appelait les installations techniques. L'Aiova qui était le concasseur, il y avait les magasins, il y avait les entrepôts pour les véhicules. Donc il y avait toute une base importante
je me souvenais pas de cette envergure-là et de cette étendue-là. Il faut vraiment revenir sur le site pour 45 ans après, voir que la grandeur que nous occupions à cette époque-là, quoi. C'est là où on avait construit la piscine et c'est là où on venait prendre quelques heures de plaisir dans l'eau. Mais je vois qu'ils ont tout démoli. Alors tu vois un peu la différence, c'est que c'est à peu près le seul endroit du site où tu retrouves des blocs de pierre. Parce que la façade de la piscine, les murs d'enceinte étaient fabriqués, étaient recouvertes de pierre. Donc c'est ici qu'il y avait le bassin. Ce que j'aimerais, c'est voir la tour. On va voir les pieds, il faut monter un peu plus à gauche là. Un peu plus à gauche ici. Je vais voir là-bas cette ferraille. J'ai vu une photo, c'était vraiment tout noir. Est-ce que c'est un morceau de tour Non, ça c'est... On voit probablement où un escalier, il y avait une espèce d'escalator qui montait la bombe au sommet de la tour. Et ça peut être des restes. Hein. On a des photos de la disposition. Là, on est à peu près dans le prolongement. Parce que tu vois, les haubans qui tenaient la tour, et là, il y a des pieds qui tenaient les pieds de la tour, ici, là. Juste à ma gauche. Là. Tu as combien, là Je suis à 4,51, 4,42, donc à Moudia, on était à 0,10, donc on est 40 fois plus élevé. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. On voit quand même bien qu'il y a eu quelque chose. On voit tous ces câbles, ces bouts de ferraille et tout ça. On imagine, quand on a vu les photos d'origine, que la tour sur laquelle on montait la bombe avant l'explosion, c'est les restes de cette tour qu'on voit ici. Donc là, c'est vraiment, on est sur un point d'explosion. Là, depuis plusieurs jours, l'engin était prêt au sommet de sa tour, dans l'attente des vents favorables. Alentour, chaque arme avait disposé du matériel témoin. Le génie, ses ponts, la cavalerie, ses chars et leurs servants fictifs, l'armée de l'air, ses avions, les uns protégés par un mur de béton, les autres sans protection, et même une fusée. L'infanterie, elle, avait disposé des mannequins bien alignés comme il se doit, ou dans la position du tireur couché. On voit très bien que c'est une structure artificielle, c'est pas naturel là. C'est du sable qui a été vitrifié par la chaleur de l'explosion et qui a incorporé des matières qui étaient contenues dans la bombe, c'est-à-dire que la matière première c'est le plutonium, hein, qui est un radioélément extrêmement toxique. Lorsqu'il se brise, il peut y avoir des morceaux des fines poussières de plutonium qui sont quand même dangereuses au niveau de la santé. Vous savez, la moindre poussière de plutonium qui se fixe dans les muqueuses peut être un foyer cancéreux parce que ça rayonne des fois pendant 10 ans, 20 ans et disons ça détruit les cellules et provoque des cancers. On a l'impression qu'il y a quelque chose là-bas aussi. Oui, j'ai l'impression, on voit il y a des blocages, donc c'est sûr c'est pour l'observation de ces essais, peut-être pour l'entreposage de certains équipements d'analyse. Et là-bas on voit aussi une plateforme, on voit des trucs, il y a même un accès profond de quelques dizaines de mètres. Peut-être là-bas on a déposé peut-être des
du matériel contaminé, mais on ne sait pas, on n'a pas les plans, on est en train de voir sur place. Mais Simon Souris, l'Algérie n'a pas les plans de ces installations, c'est sur son sol quand même. Moi, je ne crois pas qu'on a tous ces plans-là, parce que la France, après avoir quitté l'Algérie, elle a tout détruit. Donc, même la route, vous avez vu, même la route qui mène vers ces sites-là a été détruite. Et comme le désert, c'est vaste, c'est pas facile à maîtriser. Donc, c'est au niveau de la France qu'il y a tous ces plans, toutes ces indications, toutes ces précisions, qu'on espère les avoir un jour. On aurait dû, même sur le plan humanitaire, la France aurait dû donner au moins des indications pour au moins faire un balisage de ces sites. Mais c'est bien dommage, l'Algérie a pris ses responsabilités. On est en train de mettre quelques balisages autour des points chauds, des points où on soupçonne qu'il y a de la radioactivité. Là, c'est du 6,80. Ça montre bien que c'est les particules quand même qui sont dangereuses. Hein. Oui, là, il a dépassé la dose. Voilà, 9. C'est du 9,99. On identifie bien où est le danger. Hein. C'est pas le sable et toute la zone, c'est vraiment ces pierres qui ont été vitrifiées par l'explosion et qui contiennent des éléments radioactifs éjectés de la bombe. Encore des piles. Bon, une première chose, c'est de clôturer. La deuxième chose, éventuellement, de faire comme l'ont fait les Anglais en Australie, c'est quand même de récupérer tout ce qui est un peu dangereux, de le stocker dans une enceinte en béton et disons, fermée. « 5000 hommes vivent ici, par 55 degrés à l'ombre, dans des immeubles de 3 étages en aluminium qui n'existent nulle part ailleurs. La chaleur mise à part, la vie y est presque normale, et l'on finit par oublier où on se trouve. Mais le vrai Regan est une ville souterraine aux rues en forme de galerie, qui, à 50 mètres sous terre, relie les laboratoires secrets. 2 kilomètres de souterrain ont été creusés dans le sable et équipés par le génie en moins de 2 ans avec les hommes du contingent. Ce sont les portes de cette cité interdite qui s'ouvrent pour vous. Bon, dites-moi, mais pourquoi tous ces souterrains? Les souterrains dans ce pays-ci, c'est à peu près la seule façon de se mettre dans des conditions de température à peu près stables et pas trop élevées. Et c'est surtout la seule façon de se mettre à l'abri du vent de sable. Quand même, ça paraît démesuré. Pour 4 bombes, on a fait des souterrains pareils, avec tout probablement un confort. On voit dans certains tunnels la climatisation. De Gaulle disait que la bombe n'avait pas de prix. Donc là, on en a la démonstration, vraiment. Qu'est-ce qu'on faisait concrètement dans ces tunnels, dans ces bunkers? La bombe arrive en kit. En gros, c'est des éléments qui sont assemblés. Les éléments viennent séparément de France. Et donc, il y avait une opération quelques jours avant l'explosion. On assemblait les éléments pour, disons,
sous forme de l'engin final à faire exploser, et ensuite on le transportait sur le champ de tir. Ça, c'était la première opération. Et ensuite, il y avait d'autres opérations qui se faisaient, alors probablement pas dans les mêmes laboratoires. Donc il devait y avoir des installations qu'on appelle boîtes à gants, où on analysait les échantillons qui étaient pris sur le champ de tir ou dans le champignon. Nous sommes ici à 50 mètres sous terre dans le laboratoire des télémanipulations. De l'autre côté de ces hublots se trouvent les produits qui ont été prélevés directement dans le nuage radioactif. Y a-t-il encore du plutonium à Reagan? Non, il n'y a plus de plutonium à Reagan depuis l'explosion de la bombe. On m'a dit que vous avez été 15 minutes après l'explosion à 900 mètres du point zéro, c'est exact? C'est exact, avec 5 camarades, nous sommes partis à 900 mètres du point zéro dans le quart d'heure qui a suivi l'explosion, justement pour aller chercher des résultats. D'autres camarades sont partis en d'autres points du champ de tir pour rechercher aussi des résultats. Je crois qu'il y a des avions qui ont pénétré dans le nuage radioactif aussi pour faire des prélèvements. De même, on a cherché à avoir des résultats dans les poussières du nuage, voir quels étaient les produits de fission qui les composaient. Et des avions sont rentrés dans les nuages et nous ont rapporté des filtres. Ces filtres ont été traités dans la cellule qui est derrière moi. Aujourd'hui, on n'est plus en contexte, disons, de guerre froide, d'hypothèse de guerre avec des armes nucléaires. Et donc, à mon avis, donner l'information sur ce qui s'est passé ici, c'est, disons, une manière, disons, d'apporter au peuple algérien, aux gens de cette région, qui habitent cette région, une part de la vérité de ce qu'ont vécu leurs ancêtres ou eux-mêmes, ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants et qu'ils n'ont pas bien compris. On voit qu'il y a beaucoup de passages, de galeries qui sont fermées avec du béton. On ignore qu'est-ce qu'il y a dedans. Peut-être des matières radioactives, peut-être des équipements contaminés. On sait rien. Donc il y a l'urgence d'avoir ces plans, d'avoir ces archives pour qu'on puisse prendre nos responsabilités. Voici maintenant que l'heure H est proche. Vous vivez dans le blockhaus de la mise à feu la minute solennelle de la première explosion atomique française. وشنو الاسباب دوك اللي راه يتلات في العينين والعمى هذاك وقت الصلاه كل واحد الناس كاع واعيه كاين اللي كان يتوضا كاين اللي راه يصلي ما ينجمش يغمض عينيه وقت اللي كان يصلي انا الشيبانيه نتاعي الله يرحمها لقات تصلي وقت اللي خرجت البومبا اتوميك حصلت الصلاه وهبطت انخلعت يعني هي شيبانيه ما على بالها كاع واش كان ماشي يصرى. Vous avez une fille qui est sage-femme à l'hôpital de Reagan. Oui. Est-ce qu'elle a observé des malformations, des choses comme ça? Oui, elle m'a dit qu'elle a observé des malformations, beaucoup de malformations, et les gens qui sont autour d'elle racontent qu'auparavant on ne voyait pas ça. Ce n'est qu'à partir de
après la bombe atomique. Mais 20 ans après la bombe atomique, cela a commencé à se produire. Même 10-15 ans après, on n'a pas vu ça. Mais maintenant, ça commence à se voir. On dit ça. ومن بعد القنبلة كاين اللي قالوا كاين أمراض جديدة. نعم ظهرت أمراض شتى. أمراض شتى. دي كومبليكاسيون ريسبيراتوار كما نقولوا. دي زاسماتيك اللي هي يعني تكريات دي زاسماتيك. ناس يعني ما كان يقبضهم لازم كاع ولا يقبضهم من ديك الغبرة ومن ذاك فهمت؟ وما عرفنا لا عود الراديو اكتيفيتي ولا كيف صار. دي كونسير دي فوا دي كونسير بولمونير دي كونسير غاستريك دي كونسير دي سان هذه كونسير هذه الوان لي كونسير اللي ظهرت من بعد القنبله هذا في الناس لي كيراتيت في العينين لا كاتاراكت لي زافيغل كاينين صبيان يخرجوا افيك كاينين افيغل واحده ومازال كاين منهم موجود هنا في رقه فهمت تفيغلا لم بعد اكسبليزيون دي بريماتيري الناس اللي تخلق مشوهه راس كبير والجسد صغير الراس صغير والجسد كبير يخلقوا هكا رجالات صغار. On a servi de cobaye, comme les souris dans un laboratoire, la même chose. Le vaisseau tout qui éclatait, dur comme du bois. Alors quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Des cachets. Et on vous bourre avec ça. Et on vous fait passer les douleurs avec ça. Et on vous donne pour vous calmer les douleurs, là, on vous donne de la morphine. Et il faut vivre avec ça. Bon, moi, j'ai pas trop de séquelles, mais j'ai vu des gens qui en ont. Et il y a un gars de chez nous, il faisait simplement que monter la garde et monter le drapeau. Il habite au Patelin à côté de chez moi, là. Et il y a 2 ans, il a contacté une leucémie. Il était là-bas, lui aussi. Et tous les 6 mois, 6 mois à peu près, oui. Je vais me faire brûler les ponts, vous voyez, tout ça là. Et ici, j'ai eu 14 opérations de la face. Il existe, que ce soit sous forme de la radioactivité ou que ce soit des rayons X, il existe, si vous voulez, un effet immédiat et direct de ces éléments sur le corps humain. C'est ce qu'on appelle la maladie des rayons, et ça dépend de la dose. Prenons un exemple, la population qui a été irradiée à Hiroshima, Nagasaki, ou bien ce qu'on appelle les liquidateurs qui ont été à Tchernobyl pour essayer de colmater la brèche, ou bien, dans quelques cas, des accidents des essais nucléaires, à ce moment-là, les gens vont prendre une dose qui se mesure, et ils vont avoir une maladie à évolution plus ou moins rapide selon la dose, et malheureusement, assez souvent mortelle. Ça, c'est une chose simple, c'est comme n'importe quel toxique, tout le monde peut comprendre. Tout le problème de la radioactivité, c'est qu'elle peut donner des effets retardés, mais pas retardés de quelques jours. Elle peut donner des effets 10, 20, 30, 40 ans après. C'est ce qu'on appelle les effets, ceux-là ne sont pas du tout dose-effet, c'est-à-dire que c'est complètement indépendant, c'est pour des raisons biologiques, et ces données-là, qu'on appelle les phénomènes radio-induits, peuvent, depuis l'affaire du suivi de la population d'Hiroshima et Nagasaki, c'est dans ces effets-là, des effets stochastiques, c'est-à-dire pas constants et pas liés à la dose, que se recrutent les cancers, les leucémies et d'autres maladies. C'est le problème des vétérans. C'est-à-dire que les vétérans, quelle que soit la dose à laquelle ils ont été soumis, un certain nombre d'entre eux ont effectivement développé, dans les délais habituels, entre 10, 20, 30 ou 40 ans, leucémie ou cancer, en nombre évidemment plus important que dans la population française. Quand on voit justement les gens, parce que Müller aussi, Jacques Müller était dans un hélicoptère et puis il a un cancer de l'œsophage, du poumon, de la prostate. La prostate, Et il est aveugle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand on voit des gens comme ça,
Professeur, est-ce qu'on peut dire qu'au Sahara, on a essuyé les plats? C'est pire que ça, c'est du bricolage. C'est-à-dire que, si vous voulez, les explosions du Sahara sont des explosions, entre guillemets, politiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, il était très important pour De Gaulle de montrer, non seulement au monde, mais aussi à l'armée française qui était encore en Algérie, que la page a été tournée, qu'on faisait autre chose. Et donc, on a forcé les explosions au Sahara. On en a d'ailleurs loupé un nombre considérable, mais il fallait absolument montrer que quelque chose avait changé. Et donc, ça s'est fait n'importe comment, à la hâte, de façon non contrôlée, avec des militaires qui n'y connaissaient rien. Là, on a envoyé des pauvres trophions, comme ça, à l'aveugle, sans même savoir de quoi il s'agissait. Participer à la première explosion atomique, pour nous, c'était quelque chose de formidable. C'était l'honneur de la France, quoi. Mais c'est tout. Ça s'est arrêté là. Vous ressentiez une certaine fierté à ce moment-là d'être... Ah, nous étions, oui, c'est... très fier. Et aujourd'hui? Très déçu. Et à votre sortie, l'armée n'a fait aucun suivi médical? L'armée? Malheureux. Faut rien demander à l'armée. C'est la grande muette. Aucun suivi, aucune lettre, aucune compensation. Même pas une visite médicale. Ils m'ont jamais convoqué. Ni moi, ni ma famille, ni personne. On n'a même pas une visite, même pas un contrôle. On a rendu le pactage et puis terminé. Amen. Au revoir et merci, on n'a plus besoin de vous. Et alors, en 98, on a fait une demande avec les anciens combattants pour avoir une indemnité, quoi. Mais là, chaque fois, ça a été les 4 procès qu'on leur a fait, il n'y a rien de cause. Ce qu'ils disent, c'est que c'est une faible dose. Nous, notre combat, c'est de faire reconnaître qu'il n'y a pas eu de suivi médical. S'il y avait eu un suivi médical, les maladies, les gens ne seraient peut-être pas tous morts. On aurait peut-être pu en sauver certains, et on saurait pourquoi ils sont morts, ce qu'on ne peut pas savoir. C'est pour ça que l'on a porté plainte contre X, pour justement qu'il y ait une enquête. Parce que lorsqu'on demande une pension militaire, il n'y a pas d'enquête. Alors que avec la plainte contre X, il y a eu 2 juges d'instruction qui ont été nommés, et donc il y a une enquête. Ils peuvent aller au ministère de la Défense pour les archives, chose qu'on ne peut pas faire nous. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on demande une loi également qui puisse reconnaître que les personnes qui ont été sur les sites et qui ont telle maladie, comme un peu les Américains, puisque les Américains l'ont reconnu depuis 88, comme les Américains, que les personnes qui ont été sur les sites et qui ont telle maladie soient indemnisées, et surtout un suivi médical avec leur famille, parce qu'il y a des problèmes chez les enfants, chez les petits-enfants. كانوا يدفنوه النصارى يحفروا له ويدفنوه. احكي لي كيفاش كانوا يدفنوه؟ واحد البير هكا محفور ويلوحوا فيه، ونهار اللي لاحوا فيه جات البوكله دفنتو. واش الحديد اللي كانوا يدفنوه؟ لا السلك والزنق والتشيويات والشعب هذا ما كان. انت حضرت في هذاك التفينه كانوا يدفنوه؟ ايه كنتوا تخدموا فيه ثاني؟ ايه حولنا وخلينا نبغوا يدفنوا، ولا كمل شهرين مشينا، وكنا نلوحوا في الغرقه ندوا الخدمه بلاكاش ونلوحوا في ديك الغرقه. نطلبوا من الحكومه الجزائريه تسول على هذه الصوالح وتسول على هذا الشعب نتاعها اللي راهو هنا من زير فرنسا ما دارت فينا خير، ما دارت فينا خير، وهي زعما قالت لك دارتها في بلاصه خاليه من السكان. ها ايش هذه البلاصه خاليه من السكان؟ هذه البلاصه ما فيها رياح،
اللي هي تجيب الراديو اكتيفيتي. هاد البلاصه ما فيها عباد، الحيوان كامله ضاع. Même s'il y a une enquête ou pas, moi, je préfère que mondialement, on doit absolument condamner. On doit absolument condamner celui qui a fait ça. Ce n'est pas simplement à dire, parce que quand on l'a fait, on sait très bien qu'il va y avoir une radioactivité. À l'avance, on sait. Alors pourquoi le faire?